Bienvenue aujourd'hui à ce nouveau Science en Tourne, redécouvrir des patrimoines. Aujourd'hui à Tours, nous allons à la découverte d'un chantier Chambord-Château et nous sommes accueillis aujourd'hui par Benoît Pierre. Bonjour Benoît, merci de nous recevoir aujourd'hui. Bonjour Marie-Laure et bienvenue au CESR. On vous suit ? Alors ici vous êtes au CESR, au Centre d'études supérieures de la Renaissance, qui a été créé en 1956 et qui a la particularité d'être d'abord une unité de formation de haut niveau, de niveau master et doctorat, en humanité et aussi en humanité numérique. Et il est également une UMR, une unité mixte de recherche, sous la triple tutelle de l'Université François Rabelais de Tours, du CNRS et également du ministère de la Culture. Et maintenant, je vous emmène voir l'un de nos programmes, Intelligence des patrimoines. Alors ici, nous sommes dans la maison du programme régional Intelligence des patrimoines. C'est un programme qui est porté par le CESR et qui réunit 8 membres fondateurs. L'Université de Tours, l'Université d'Orléans, le CNRS, l'INRA, l'IRSTEA, l'INSA, le BRGM et l'ESSEM. Alors il y a 36 laboratoires qui sont impliqués dans ce programme qui porte sur les patrimoines naturels et culturels. C'est l'une des originalités de ce programme que de mêler et entremêler les deux aspects. Sur ce programme, il y a 3 volets qui permettent de structurer l'ensemble du programme. Le premier, qui a été développé jusqu'à maintenant et qui continuera à être développé, porte sur recherche et innovation. Le second est le lien entre la recherche et la formation. Et le troisième, le lien entre la recherche et le développement avec les partenaires socio-économiques. Ce premier chantier, ce premier volet qui a été développé et qui continuera avec les 36 laboratoires, se déploie lui-même en 5 chantiers thématiques interdisciplinaires avec un chantier transversal. Celui qui a été développé dans les dernières années et qui continuera également, c'est le chantier Chambord-Château que nous allons voir dans le documentaire. Il y en a 4 autres thématisés sur des grandes thématiques du patrimoine régional, Loire et fleuves, vignes et vins, gastronomie, santé et bien-être et également monuments, parcs et jardins. J'ai parlé également d'un chantier transverse numérique. C'est un chantier qui consiste à élaborer une plateforme numérique, une plateforme de données hétérogènes sur les patrimoines du Val-de-Loire. Alors maintenant, on va vous présenter plus spécifiquement le premier chantier qui a été développé historiquement depuis 2014, à savoir le chantier Chambord-Château, qui réunit une dizaine de projets en son sein, avec les 3 qui seront présentés dans le webdoc, Valmode, Costaud et Solidar. Ce projet et ces projets réunis dans ce chantier ont permis de faire une collecte de données qui nous permettront à terme, avec le partenariat bien sûr du domaine national de Chambord, de valoriser la Grande Promenade. Je vais vous présenter le projet Valmode, qui est l'un des premiers projets à intégrer le chantier Chambord-Château d'intelligence des patrimoines. Notre équipe de recherche de l'Université d'Orléans s'intéresse à la conservation du patrimoine bâti depuis 2007. Chambord est notre principal patient et nous avons acquis durant ces 10 années différentes données, des données à la fois de caractérisation des pierres, mais aussi des données d'acquisition géométrique du château. Ces données nous servent à la fois à qualifier et à comprendre l'altération des pierres, mais aussi pour une valorisation touristique. Donc ici nous sommes au château de Chambord, c'est un monument qui est plutôt jeune, il est construit en tuffeau et ce tuffeau il atteint ce qu'on appelle la maladie de la pierre. Ici on présente ce qu'on appelle une desquamation en plaques et qui est l'altération typique du tuffeau sur le château de Chambord. En sciences du patrimoine on fonctionne un petit peu comme en médecine, c'est-à-dire qu'on a un patient qui est malade, le château de Chambord qui est plutôt jeune et on vient faire ici pour un diagnostic, une expertise afin de faire des prélèvements qu'on va ensuite analyser dans le laboratoire pour voir de quoi est atteinte cette pierre. Avec Sarah, ici, on va faire des prélèvements de matières malades afin de l'analyser en laboratoire. L'altération principale du tuffeau, c'est la desquamation en plaques. Au fil du temps, une fissure se crée parallèle à la surface. Elle va s'étendre et une plaque va tomber et laisser à nu une pierre pulvérulente. Donc avant de prélever pour étudier cette altération, il est nécessaire de connaître exactement la provenance et la nature des pierres sur lesquelles on prélève. Et donc ces prélèvements, l'étape préliminaire à ces prélèvements, c'est une analyse en archives pour connaître exactement d'où proviennent ces pierres.
Alors nous avons ramené au laboratoire les échantillons de pierres altérées venant du château de Chambord. Donc ici, on a un échantillon de plaques qui a été prélevé. Donc on voit bien la zone desquamée avec les fissures ici et la zone pulvérulente à ce niveau. Donc nous allons faire un petit prélèvement dans la zone pulvérulente qui est ici. Ensuite, on le broie en poudre et après, cette poudre est analysée à l'aide d'un diffractomètre à rayon X qui permettra de voir les différents types de minéraux constitutifs de cette pierre altérée. On remarque que les différents minéraux présents sont ceux d'une pierre calcaire, donc on voit les signaux liés à la calcite. On voit aussi les signaux liés au quartz. On détecte aussi la présence de minéraux argileux qui sont typiques de tuffeau, mais aussi on remarque le signal lié au gypse, qui est un sulfate de calcium, donc la présence de soufre, qui vient d'une pollution. Donc cette pollution n'est pas présente naturellement dans la pierre ou dans la maçonnerie, mais vient peut-être de l'environnement extérieur et de la pollution atmosphérique. Maintenant qu'on a identifié le gypse comme un minéral exogène, on cherche à identifier sa localisation au sein de la matrice minéralogique de la pierre. Pour ce faire, on utilise un microscope électronique à balayage. On observe l'échantillon à différents grossissements jusqu'à x2000 et on couple cette observation avec une analyse élémentaire. Là, on observe l'échantillon au niveau de la zone de fracture. À faible grossissement, on voit clairement le réseau de fissures de cet échantillon. Et lorsque l'on augmente le grossissement, on voit apparaître les minéraux constitutifs de la pierre. Donc on a les sphérules d'opale, les grains de calcite, et on observe également des minéraux qui ne sont pas naturellement présents dans la pierre, donc qui se situent un peu partout dans la matrice. L'analyse chimique élémentaire permet de caractériser les éléments constitutifs des minéraux que l'on a observés. Donc si l'on clique sur celui-ci, on observe un pic du soufre qui est très important, allié à celui du calcium. Donc il s'agit bien de cristaux de gypse, et l'imagerie nous permet de constater que les cristaux de gypse sont répartis de manière homogène dans la matrice de la pierre. Aujourd'hui, il reste à déterminer le rôle exact du gypse dans le phénomène de desquamation en plaques. Le phénomène de desquamation entraîne une perte de matière que l'on a besoin de quantifier. On est là sur la tour du chaudron et on retrouve la zone d'altération sur laquelle nous avons fait des prélèvements. Donc, 2 modèles 3D de cette zone d'altération ont été faits, l'un en 2011 et l'autre en 2015. La comparaison géométrique des 2 modèles permet de quantifier les pertes de matière. Sur cette cartographie, les zones en rouge représentent les zones pour lesquelles la perte de matière est la plus importante. Pour obtenir les modèles que l'on a vus précédemment, on a utilisé une méthode que l'on appelle la photogrammétrie. Le principe est assez simple, il s'agit d'imiter le fonctionnement de la vision humaine. Donc de la même manière que vous pouvez percevoir les distances à l'aide de vos 2 yeux et de votre cerveau qui fait le traitement de ces 2 informations distinctes. Donc pour illustrer ce principe, je vous ai préparé 2 images. Sur cet écran, c'est ce que vous pourriez voir depuis votre œil gauche, et sur cet écran, c'est ce que vous pourriez voir depuis votre œil droit. Ensuite, c'est l'ordinateur qui réalise la fusion de ces informations, ce qui nous permet de reconstituer la profondeur. Pour réaliser ce modèle de la zone d'altération, qui est manipulable dans tous les sens et dans toutes les directions, une trentaine de photos ont été nécessaires, ainsi que quelques heures de calcul. Donc là, on change d'échelle, et donc du coup, on change de méthode. Donc on est en train de numériser cet escalier hors œuvre, et donc on va le numériser à l'aide d'un scanner laser. Donc là, je suis avec Alexandre et Alexandre, qui sont tous les 2 élèves ingénieurs à Polytech Orléans, et qui sont en train d'installer le scanner laser. Donc le scanner laser, contrairement à la photogrammétrie qu'on a vu tout à l'heure, c'est une méthode qui est dite active, parce qu'on ne fait pas que recevoir de la lumière, on en émet également, et donc la lumière va être émise de ce point-là, et va balayer tout l'espace autour de nous, selon une sphère. Et on va calculer le temps que met cette lumière à revenir, et c'est ce temps qui va nous donner la distance du scanner à l'objet. Nous nous trouvons cette fois-ci dans l'escalier à double hélice du château de Chambord. Je profite d'être dans ce lieu pour vous présenter le résultat de nos acquisitions durant ces 10 dernières années, ce qui représente à peu près 300 stations de scan. Voici le résultat de nos acquisitions concernant les extérieurs du château de Chambord. Nous avons donc obtenu le relevé des différentes façades, du donjon bien entendu. Notre résolution est de l'ordre du millimètre pour les parties les mieux décrites, et puis pour les parties en hauteur ou du moins éloignées de nos zones d'acquisition, nous sommes à une résolution de l'ordre de 5 cm, ce qui correspond à l'espacement entre nos 2 points. Nous bénéficions à la fois d'acquisitions des extérieurs, mais nous avons aussi réalisé un certain nombre d'acquisitions intérieures. Nous allons passer maintenant à l'intérieur, où je vais pouvoir vous montrer certains traitements que l'on peut faire pour
on va dire, enrichir les données architecturales du château. Donc déjà, de manière assez simple, on peut obtenir des coupes et des sections des objets. Et donc là, je viens découper en fait l'escalier sur une section verticale pour faire apparaître son squelette. Justement, l'intérêt du projet Velmode, et en cohérence avec le chantier Chambord-Château, l'idée est d'utiliser ces données issues du relevé 3D pour faire comprendre le fonctionnement très particulier de cet escalier à double hélice. Ce que vous voyez est une réplique numérique réalisée à partir de données relevées au scanner laser. L'escalier central du donjon de Chambord est constitué de 2 rampes, enroulées l'une autour de l'autre. Cela signifie que 2 personnes empruntant les entrées nord et sud de cet escalier peuvent monter par 2 rampes distinctes jusqu'aux terrasses du donjon sans jamais se rencontrer. Cet escalier repose sur la géométrie d'une double hélice, telle 2 brins d'ADN. Il s'agit de la même géométrie que le tire-bouchon ou le pas de vis. Pour vous le démontrer, nous nous sommes permis de découper cette réplique numérique selon l'équation de cette double hélice. Une fois la découpe réalisée, nous pouvons dévisser l'une des 2 rampes pour ne laisser apparaître que l'autre, et remarquer la parfaite régularité géométrique de ce chef-d'œuvre architectural. Eh bien, merci Romain. Cet escalier-là correspond en fait à l'impression 3D de notre relevé et du découpage que vous avez pu voir. Et cette impression a été faite dans le cadre de projets d'étudiants à Polytech Orléans. Et l'intérêt de cette maquette-là, au-delà du fait de pouvoir être séparé en plusieurs éléments, c'est bien entendu d'être dévissable. Donc le projet COSTO s'insère dans le chantier Chambord-Château d'intelligence des patrimoines et il associe 7 partenaires scientifiques de la région Centre. Donc son objectif principal est de proposer une lecture renouvelée des paysages du domaine national de Chambord par une approche pluridisciplinaire et intégrée, utilisant le cerf et le sanglier comme acteurs dynamiques des socio-écosystèmes actuels. Donc dans le projet COSTO, on a défini 3 volets. Un volet géohistoire, un volet écologique et un volet socioculturel. Dans le volet géohistoire, on va étudier l'évolution des paysages et voir comment la diversité des usages, donc agriculture, chasse, tourisme, et la place dédiée aux cerfs et aux sangliers ont façonné les paysages actuels. Dans le volet écologique, on va étudier l'implication du cerf et du sanglier dans différents processus écologiques, notamment la dispersion des plantes, et comment en fait ils vont modifier les propriétés physiques et chimiques du sol en retournant le sol. Et le 3e volet, socioculturel, vise à étudier le rôle du cerf et du sanglier dans l'intérêt touristique, l'attractivité et les services rendus par le domaine national de Chambord. Donc dans le projet COSTO, on a étudié aussi l'évolution des paysages, c'est la partie géohistoire. Et donc on a essayé de comprendre comment la diversité des usages, donc la chasse, le tourisme et l'agriculture, et la place dédiée aux ongulés sauvages, cerfs et sangliers, ont pu façonner les paysages actuels. Et donc pour comprendre l'évolution des paysages, on a besoin de se référer au passé. Alors, ce qui est intéressant sur le domaine de Chambord, c'est qu'il y a beaucoup de documents d'archives, d'iconographie ou de plans anciens. Et notamment, on a pu utiliser le plan général de Chambord de 1785. À partir de ce plan, on a pu numériser une carte et l'intégrer dans un système d'information géographique. Ce qu'on observe particulièrement, c'est qu'à cette époque, il y avait à peu près la moitié du domaine qui était boisé et le reste qui était des milieux ouverts, donc milieux agricoles, landes, formations buissonnières. Et puis aussi, on voyait la présence de vignes qui, elle, va être restaurée dans le cadre de la Grande Promenade. Donc on a pu comparer les documents anciens avec ce qu'on retrouvait actuellement sur le domaine de Chambord. Et on voit à partir de 1950 que le domaine est très fortement boisé. Donc après 90% du domaine est boisé, donc très peu de milieux agricoles qui ont été conservés. Et puis il y a eu juste la création en fait, de mares et puis de prairies cultivées spécifiquement pour la gestion du gibier. Donc pour étudier la dispersion des plantes par les ongulés sauvages, cerfs et sangliers, en fait on profite des animaux qui sont prélevés à la chasse pendant les battues ou les tirs sélectifs sur le domaine de Chambord. Et donc ces animaux-là, après on va venir brosser le pelage pour étudier la dispersion externe, qu'on appelle épizoochorie.
et récolter aussi des fesses pour la dispersion interne, qu'on appelle endozoochorie. Donc l'animal, ici un sanglier d'une 50aine de kilos, je vais le brosser en totalité pendant une 20aine de minutes. Et donc je vais récupérer une partie du pelage et toutes les graines qui sont restées accrochées à l'intérieur. Alors le sanglier, il a un pelage assez dense et dur et emmêlé. Donc il faut gratter fort avec une brosse dure pour récupérer le pelage et les graines qui sont à l'intérieur. Donc une fois qu'on a brossé l'animal, son pelage, on va s'intéresser maintenant aux sabots. Parce qu'en fait, les animaux, en se déplaçant dans le milieu naturel, ils vont intégrer de la terre et des graines qui sont tombées au sol. Donc c'est aussi intéressant d'étudier la dispersion des graines qui sont dans les sabots. Donc je mets le sabot à l'intérieur du sachet en papier et après je vais brosser avec une brosse à dents. Et donc je récolte toute la terre qui s'est insérée entre les sabots de ces animaux-là. Voilà. Donc en fonction de l'humidité des sols et tout ça, on peut avoir des grosses quantités ou très peu de matériel à récolter. Alors ce qui se passe une fois qu'on a brossé les animaux et récolté en fait le pelage et les graines qui sont à l'intérieur, on a besoin d'échantillons de référence parce que ces graines sont très petites, donc on ne peut pas les déterminer sur le terrain, on est obligé de retourner au laboratoire. Donc quand je reviens d'une période de brossage, je viens au laboratoire et j'ai mes échantillons de référence ici, donc dans la séminothèque, où les plantes sont classées. Et donc en fait on a, par exemple ici pour l'érable, la graine qui correspond à cette plante-là. Donc ici on a des graines de kénopode, donc on a du papier millimétré en fond qui permet de voir la taille des graines. Donc en général on a des graines qui sont de l'ordre du millimètre ou inférieur au millimètre. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de ces échantillons de référence pour pouvoir identifier les plantes qui sont dispersées par les animaux. Donc pour étudier les distances de dispersion des plantes par les ongulés sauvages, on a besoin d'étudier les déplacements des animaux. Donc pour ce faire, on récupère des animaux qui sont capturés lors de panotage sur le domaine de Chambord, des biches, qu'on va équiper avec des colliers GPS. Et ces colliers GPS vont permettre d'obtenir des localisations régulières pendant 1 an sur les déplacements de ces animaux. Et donc à partir des déplacements des biches, en fait, on va pouvoir coupler ces données avec des données de durée de rétention des graines, que ce soit dans le pelage ou alors des graines qui ont été ingérées et qui vont passer le transit digestif. Donc pour ce faire, on a utilisé les biches imprégnées de la réserve de la Haute-Touche dans la Brenne, qui est partenaire du projet. Et donc on a posé des graines sur le pelage, par exemple, et on a observé quand elles tombaient à distance à partir de télescopes et de jumelles. Le projet Solidar est un des projets du chantier Chambord-Château d'intelligence des patrimoines. Il est porté par le laboratoire CITER et soutenu par le domaine national de Chambord, la direction régionale des affaires culturelles et des laboratoires de recherche de l'Université de Tours et de l'Université de Besançon. Il porte sur une surface de 270 km² entre la ville de Blois et le château de Chambord à 15 km, avec la forêt de Chambord, la forêt de Boulogne, la forêt de Russy et la forêt de Blois. L'objet de recherche du projet Solidar, c'est les dynamiques de l'occupation du sol dans ce vaste territoire, c'est-à-dire depuis l'origine de l'occupation humaine jusqu'à nos jours. On s'intéresse à la fois aux occupations antérieures à la forêt et à ce qui concerne l'exploitation de la forêt elle-même. Pour cela, on utilise une technique de télédétection LIDAR qui consiste à de la lasergrammétrie, c'est-à-dire la même technologie que celle utilisée dans le projet Valmode pour les relevés architecturaux, mais ici embarquée dans un avion pour couvrir l'ensemble de cette surface forestière. Avant d'aller à Chambord pour voir des exemples de ces vestiges archéologiques, Clément va vous présenter la technique elle-même et le traitement de données que l'on utilise pour les données archéologiques. Les rayons lumineux émis par le système LIDAR vont être réfléchis par différents corps réflecteurs et ces réflexions vont se traduire sur nos données par des points qui vont être positionnés en X, Y et Z. À l'issue de l'acquisition, en fait, on obtient à peu près 20 milliards de points qui vont représenter notre zone. Des points qui vont être uniquement, on va dire, codés par leur altimétrie. Donc les points les plus bas sur cet exemple du château de Chambord sont plutôt en vert et puis les points les plus hauts sont en rouge. On utilise par la suite différents algorithmes ou filtres morphologiques qui vont nous permettre d'attribuer une classe à chaque point, c'est-à-dire de donner à chaque point une catégorie, par exemple le sol, le bâti ou la végétation, comme ceci. Sur cet exemple du château de Chambord, on a le bâti en rouge, la végétation en vert et le sol en brun. Si je me décale par exemple à 200 mètres au sud-ouest du château, vous voyez ici
Voilà un secteur avec des habitations en rouge, la forêt en vert et le sol en brun. D'une manière numérique, on est capable de filtrer les points qui nous intéressent peu, comme ceci, pour retenir que les points qui nous intéressent, par exemple ici, le sol et le bâti. Ce qu'il faut bien comprendre en fait, c'est qu'on est capable de représenter des surfaces de plusieurs centaines de kilomètres carrés par des nuages de points qui sont composés d'une quarantaine de points par mètre carré. Donc on obtient une résolution et une précision de données qui était absolument inatteignable il y a encore une dizaine d'années. Alors dans le cadre de Valmod, on travaille plutôt sur le château. Dans le cadre de Solidar, on a plutôt tendance à travailler sur ce qu'il y a autour du château et je vais vous emmener sur un secteur particulier qui est au niveau du grand fossé qui contourne le château de Chambord par le sud. On se trouve actuellement sur un pont qui enjambe le grand fossé. C'est une structure qui est très imposante et qu'on peut voir finalement sur tout le pourtour sud du château. C'est un objet, finalement, on ne sait pas à quoi il a servi et quelle était sa fonction primaire. Ce qu'on peut par contre voir sur nos données, c'est le fait qu'il soit relié à toute une série de canaux et de dérivations qu'on va retrouver en amont du château, finalement à l'entrée du domaine, jusqu'en aval du château, au niveau de la chaussée Lecomte. À partir des données LIDAR qu'on a récoltées, donc on a pu générer un modèle numérique de terrain. C'est en fait un modèle à très haute résolution qui nous permet d'étudier les écoulements de l'eau au niveau du domaine. Ce qu'on remarque à partir de ces études, c'est que l'eau, le grand fossé plutôt, ne va pas remplir correctement son rôle de drainage, mais qu'il a plutôt tendance à mal fonctionner. Sur ces tablettes, on voit donc nos modèles numériques de terrain auxquels on a appliqué différents traitements de visualisation afin de repérer le plus aisément possible les anomalies microtopographiques. Et on détecte bien ici en blanc et noir le grand fossé qui est relié à différents fossés de drainage plus secondaires qu'on va retrouver donc en amont et en aval du château. Alors sur ces tablettes, on a en fait intégré nos jeux de données LIDAR, nos modèles numériques de terrain, où on a effectué les différents traitements pour visualiser les anomalies microtopographiques. Sur ces données, en fait, on voit très bien le grand fossé qui est ici, avec toute une série de fossés secondaires parallèles qui sont reliés, entrecroisés, qui vont former un grand réseau de flux hydriques. Alors sur nos données LIDAR, on observe énormément de charbonnières qui sont des structures où on produisait du charbon de bois. Alors sur les données, ça ressemble à des petites plateformes circulaires d'une dizaine de mètres de diamètre. Et quand on va sur le terrain, alors d'un point de vue topographique, on ne peut pas forcément les distinguer. Par contre, le sol est beaucoup plus foncé à cet endroit-là. Et en grattant un petit peu et en cherchant, on trouve rapidement du charbon de bois. Ici, on est donc sur une charbonnière, donc on peut remarquer que je suis légèrement plus surélevé et que je suis entouré d'un cercle, comme ceci, de couleur foncée qui correspond en fait à des micro-dépôts de charbon de bois qui sont classiques d'un dépôt de charbonnière. L'analyse des données LIDAR nous a permis de digitaliser à peu près 2000 km de traces linéaires en élévation. Ce sont des objets qui font à peu près 10 à 50 cm de haut pour 15 mètres de large et plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de mètres de long. Ces objets renvoient très probablement à des crêtes de labour et donc ce qui traduit finalement une utilisation agricole de ces surfaces qui maintenant sont complètement boisées. Bien, comme vous pouvez le voir sur le plan qui se trouve derrière moi, nous allons donc ouvrir environ 200 hectares au sud du château qui vont donner accès au public à 2 étangs, qui vont donner accès au public également à des éléments architecturaux et archéologiques comme le grand fossé et bien d'autres perspectives sur le château qui vont être découvertes par le public, mais également toute la grande zone de l'Ormetrou où nous avons planté une vigne il y a 2 ans et donc qui se trouve à l'ouest du château. Et maintenant, l'idée avec l'Université de Tours et d'Orléans, c'est de valoriser toutes ces informations sur la biodiversité, sur l'architecture, sur l'archéologie, les perspectives, l'histoire du domaine de Chambord, de l'écrin du château, avec eh bien, tous les travaux qui ont été réalisés et afin de le valoriser auprès du grand public. Oui, c'est effectivement l'objectif, l'un des objectifs essentiels du chantier Chambord-Château
du programme Intelligence des patrimoines, dans lequel se trouvent plusieurs projets, dont Solidar, Valmod, Costo, qui ont été présentés précédemment, et qui produisent en fait ces données qui sont collectées, des données qui portent sur différents domaines, à la fois de l'histoire de l'art, des sciences du vivant, et qui, mises ensemble, permettent de valoriser cette grande promenade par des points d'intérêt, par des éléments qui augmentent la promenade sans la gêner. Il ne s'agit pas ici de gêner le promeneur, mais plutôt de lui permettre de mieux comprendre l'environnement dans lequel il se trouve. Alors tout à l'heure, tu as présenté le tracé de la grande promenade que l'on va mettre en valeur en coproduction avec le domaine national de Chambord. Où est-ce qu'on se trouve exactement ici, Étienne? Alors on se trouve sur l'avenue du Roi, qui est l'un des principaux axes qui mènent au château, dans cette ancienne forêt de vénerie, donc avec ses grandes allées. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'on est exactement à la transition entre la partie sauvage du domaine, donc la réserve, et puis les abords du château, les jardins et les doubles allées de tilleuls qui viennent d'être rallongées. Et donc on est vraiment entre le milieu naturel et le monument lui-même. Et c'est vraiment intéressant pour le public de venir ici pour pouvoir admirer un peu tout ça. Oui, c'est tout à fait aussi l'objectif dans cette mise en valeur de la grande promenade, avec les 3 actions que l'on veut engager, à savoir découvrir cet espace dans son environnement, le château dans son domaine, avec aussi cette biodiversité. Et puis c'est également s'orienter par rapport à cette grande promenade que tu as présentée de 20 km au total, enfin avec l'axe majeur qui fait 8 à 9 km, mais malgré tout 20 km d'itinéraire. Et puis c'est également s'immerger dans cet ensemble, s'immerger pour le comprendre et augmenter aussi la promenade par une augmentation des savoirs et des connaissances. Alors la grande promenade est marquée par un certain nombre de points d'intérêt. Ces points d'intérêt, on tentera de les mettre en valeur aussi par le numérique. Nous sommes ici sur un de ces points d'intérêt magiques. Quel est-il? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, Étienne? Bien sûr, nous sommes ici sur la digue de l'étang des Bonshommes, qui regroupe effectivement les 3 thématiques qui sont développées dans ce programme, qui sont bien sûr les paysages, qui sont aussi le réseau hydrologique de Chambord, l'eau, et puis la biodiversité. Et on a ici à l'étang des Bonshommes, qui est l'un des 12 étangs du domaine, les 3 éléments qui sont rassemblés, et c'est ça qui fait aussi l'intérêt pour le visiteur, pour le public. On est dans la partie qui est qu'on a qualifiée de sentier naturaliste, où l'empreinte humaine doit être la plus discrète possible pour pouvoir bénéficier justement de cette biodiversité, observer un balbuzard pêcheur, un sanglier ou un cerf qui sont dans ces milieux naturels. Alors quel est le calendrier maintenant, Étienne? Eh bien, nous ouvrons tous les circuits de visite à partir du 1er mai 2017, donc les sentiers, les pistes cyclables, etc. Et en principe à partir de 2018, donc la médiation, tout ce qui est valorisation des thématiques dont on a parlé auprès du public sera disponible aux visiteurs. Alors ici, on se trouve de nouveau au CESR, dans une des plus belles salles du centre qui s'appelle la salle Saint-Martin. C'est une salle capitulaire du XIIIe siècle qui dépendait de la collégiale Saint-Martin de Tours, qui se trouve juste à côté et qui est aujourd'hui a été transformée en basilique. Alors c'est intéressant d'ailleurs de mentionner que nous avons des projets autour de la Renaissance virtuelle et immersive qui consistent à reconstituer ces éléments perdus du patrimoine et notamment la collégiale Saint-Martin dans le cadre d'un projet et d'autres projets sur d'autres éléments de la Renaissance. Ce qui est intéressant aussi de rappeler, en adéquation et en articulation avec ce que nous avons vu précédemment avec le chantier Chambord-Château d'intelligence des patrimoines, avec la mise en valeur commune de ces projets dans le cadre de la grande promenade de Chambord, c'est que désormais nous avons comme objectif d'inclure, d'insérer fortement ces différents projets dynamiques, ces différents projets interdisciplinaires dans le cadre de notre formation,
et que nous réfléchissons à la constitution et à la formation d'une école en sciences des patrimoines qui amènera à de nouveaux projets et surtout à de nouveaux types de professionnalisation, des professionnalisations plus classiques dans les métiers de la recherche et de l'université, mais aussi d'autres types de métiers, par exemple la création d'entreprises, par exemple des actions ou des activités qui ont trait aussi au tourisme et au monde de la culture.